Voilà, deuxième journée du Forum international Salon des transports. Je voudrais déjà, pour commencer, qu'on s'applaudisse. Bon, il y a déjà les mains chargées, hein, mais on va essayer. On va s'applaudir pour se réveiller, se motiver. C'est important. Merci beaucoup. Alors, quelle contribution des transports dans l'atteinte d'une bonne intégration régionale? C'est le thème de cette conférence ce jour. C'est un honneur de vous accueillir donc pour parler de cette thématique et de cette conférence, comme je l'ai dit, qui interroge sur la contribution des transports dans l'atteinte d'une bonne intégration régionale. Dans son rapport 2023 sur l'état de l'intégration régionale et continentale en Afrique, l'Union africaine est parvenue à la conclusion que le processus d'intégration africaine continue d'être limité par la faiblesse des liens et des ponts entre les ressources du continent. Aussi, l'Union africaine, les États d'Afrique, aidés d'institutions financières et de partenaires au développement, déploient des efforts considérables pour relever le défi de l'atteinte de l'objectif global de construire une Afrique intégrée et bien connectée. Pour comprendre cette vision africaine, sinon panafricaine, de l'agenda 2023 de l'Union africaine, les mécanismes de renforcement du processus d'intégration régionale par les transports, nous avons, dans le cadre de cette 8e édition du Forum international et Salon africain des transports, fait appel à plusieurs experts. Et parmi ces experts, j'ai le plaisir de recevoir pour cette conférence M. Adebayo Samson Balogun. Il est économiste des transports, commissaire chargé des transports au sein de la commission de l'UEMOA. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort pour l'accueillir ici. Je rappelle qu'il a conduit au sein donc de l'Union la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets dans le domaine des infrastructures de transport terrestre, maritime et aérien. Et grâce donc à son leadership, plusieurs réformes relatives à la promotion du transport ont connu des avancées dans l'espace. Voilà, mesdames et messieurs, avec lui, nous allons... Alors, ça va se passer très simplement. Nous allons avoir un petit moment de présentation de la thématique avec le conférencier. Puis après, je vois beaucoup d'étudiants, d'étudiantes. Vous prendrez note et vos questions vont suivre avec des échanges. Il y a aussi avec nous des experts. Si vous avez des contributions à apporter, ben, ce serait tout à fait les bienvenus. Voici, planté donc le décor. Monsieur Adebayo Samson, merci d'être avec nous. Vous avez à côté votre micro. Les transports, l'intégration africaine. Comment parvenir à l'intégration africaine à travers les transports? Vous avez le micro. Merci beaucoup, M. Ouattara. Bonjour à tout le monde. Je suis effectivement Adebayo Samson Balogun. Je suis le directeur des transports. Je ne suis pas le commissaire, je suis le directeur des transports à la commission de l'UEMOA. Lorsque j'ai été désigné par la commission de l'UEMOA suite à la lettre qui a été adressée à M. le président de la commission sur la thématique qui porte sur quelle contribution des transports dans l'atteinte d'une bonne intégration régionale, je me suis interrogé, qu'est-ce que je pourrais apporter? Vu qu'il a eu certaine évidence que les transports contribuent essentiellement à l'intégration régionale. Mais je me suis dit, est-ce que ce n'est pas l'inverse? Est-ce que ce n'est pas l'intégration régionale qui contribue à l'amélioration vraiment des transports dans notre espace, que ce soit au niveau de l'espace humain ou bien au niveau de l'Afrique? Donc je me suis dit, bon, je vais essayer par rapport à cette thématique. D'abord en faisant une relation entre les transports et l'intégration régionale. Et ensuite, je vais aborder la question qu'est-ce que le transport peut apporter dans l'atteinte d'une bonne intégration régionale. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on n'entend pas intégration régionale? C'est très important parce que j'ai ici devant moi les étudiants.
qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'on appelle l'intégration régionale. L'intégration régionale est un processus de renforcement de la coopération et de la coordination entre les pays qui partagent un espace géographique, culturel ou économique commun. Ça veut dire quoi? C'est des pays qui sont ensemble, qui sont dans un même espace, presque, qui ont la même culture, qui ont pratiquement la même économie, ou bien qui ont des économies qui se ressemblent, ou bien qui se complètent. Et par rapport à cela, ils se mettent ensemble pour pouvoir développer leur économie et avoir une croissance économique durable. Donc l'économie et l'intégration régionale est une des principales aspirations au développement des pays de l'Afrique. Donc parce que nos pays ont des populations pas très importantes. Quand vous prenez nos pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger, le Mali, vous voyez la population comparée à la Chine, comparée aux États-Unis, comparée à la France, comparée à l'Inde. Donc nos marchés sont des petits marchés qui ne nous permettent pas de s'industrialiser, qui ne nous permettent pas de se développer. Mais en se mettant ensemble, lorsque quelqu'un a les ressources minières qui passent sur l'or, sur le pétrole, sur le cacao, le coton, on peut se les partager. Les ressources humaines, lorsqu'on a des compétences en transport, en ingénierie numérique, des expériences en médecine, on peut se les partager. Les ressources financières, lorsqu'on a des ressources financières dans un pays, on peut se les partager. Donc, on se met ensemble pour mutualiser nos ressources. C'est ça l'intégration régionale. Donc, un cas typique de l'intégration régionale, c'est l'UEMOA, la CEDEAO, au niveau de l'espace Afrique de l'Ouest. Vous savez, l'Union africaine est un grand espace. Il y a plus de 56 pays, si je ne me trompe pas, qui constituent l'Union africaine. Mais il est difficile de se mettre ensemble en une seule fois, au même moment. Donc les piliers aujourd'hui de l'intégration africaine au niveau de l'Afrique, c'est les communautés économiques régionales. Et par rapport à ça, nous avons l'UEMOA et la CEDEAO au niveau de notre espace ici. Nous avons la SADC au niveau de l'Afrique centrale. Nous avons la COMESA et ainsi de suite. Donc il y a des blocs comme ça. Au niveau du Maghreb aussi, il y a l'UMA qui existe là-bas au niveau du Maghreb. Donc c'est des blocs comme ça au nombre de 5 qui existent au niveau de l'Union africaine pour que l'intégration régionale se fasse d'abord au niveau de ces blocs et qu'ensuite on se mette ensemble pour aller de l'avant pour développer notre Afrique. Vous savez, il y a plusieurs mécanismes quand on parle de l'intégration régionale. Il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs étapes, plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle la zone de libre-échange où on s'entend pour le commerce. Nous allons échanger les marchandises librement dans notre espace sans les problèmes de douane. Il y a aussi ce qu'on appelle le marché commun. On se met ensemble, on circule librement des biens et des personnes. Nous avons l'union douanière, nous avons l'union économique et monétaire. C'est le cas de l'UEMOA, où c'est l'union douanière, où il y a le tarif extérieur commun qui existe et on peut circuler librement d'un pays à un autre. Parce que j'aime toujours parler de l'UEMOA parce que nous sommes dans notre espace. L'UEMOA, il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est 8 pays qui constituent l'UEMOA. Nous avons le Bénin, nous avons le Burkina Faso, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Togo, nous avons le Niger, le Mali, nous avons la Guinée-Bissau, le Sénégal et puis le Togo. Donc c'est les pays qui constituent l'UEMOA, qui sont vraiment un espace commun. Maintenant, lorsqu'on regarde un peu comment est-ce qu'on peut le lien entre les transports et l'intégration régionale. En réalité, quand j'ai réfléchi un peu, j'ai vu qu'il y a 2 dimensions essentielles qui lient un peu le transport et l'intégration régionale. La première dimension, c'est les réseaux de transport. Tout à l'heure, le modérateur l'a dit, que l'Union africaine a mis la priorité sur les infrastructures de transport. Quand je parle des réseaux de transport, je parle des routes, des chemins de fer, des aéroports, des ports, des plateformes logistiques
qui existent, qui permettent vraiment d'avoir, disons, de pouvoir faire des activités économiques, culturelles. Quand il n'y a pas de culture, c'est les hommes, les déplacements. Pour venir ici ce matin, vous avez pris le transport. Que ce soit la route, que ce soit le bateau, que ce soit l'avion. Moi, j'ai pris l'avion hier pour revenir ici à Abidjan. Donc, pour dire que c'est des réseaux de transport. Deuxième élément sur lequel je me suis dit que la deuxième dimension, c'est la question qui passe sur les infrastructures immatérielles. C'est la réglementation qui existe, l'harmonisation des politiques sectorielles, et les questions d'éthique pour communiquer dans le train, dans l'avion, au niveau des réseaux routiers. Donc, voilà les deux dimensions sur lesquelles je me suis dit que, à ce niveau-là, nous pouvons parler de l'intégration régionale. Quand je prends la première dimension, c'est la dimension qui concerne les réseaux de transport. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez une entreprise qui est basée à Abidjan. Vous savez que si c'est une entreprise de traitement d'automobile ou bien de traitement de production de textile, peut-être qu'il n'a pas les matières premières directement ici à Abidjan. Il est obligé d'avoir les matières premières peut-être au Burkina, au Mali ou bien au Bénin. Et le stock coûte tellement cher que pour lui, avoir un magasin de stockage lui reviendra très cher. Mais avec aujourd'hui les réseaux de transport performants, il est en mesure de dire, bon, lorsque je suis prêt à produire ma marchandise et mes habits, mes tissus, je commande en même temps au niveau du gros fournisseur les cotons, les fibres dont j'ai besoin pour faire ma production. Donc il n'a pas besoin d'avoir du stock. Mais s'il n'a pas un bon réseau routier, s'il doit faire 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'avoir sa marchandise, il aura une rupture de stock, il aura une rupture de production. Il s'arrête. Mais lorsque le réseau de transport est performant, il est en mesure de dire, écoute, tape mon fournisseur, demain je veux tel produit, il faut que je puisse l'avoir. Donc, étant à Abidjan, il fait un claque à son opérateur économique à travers les informations critiques. Il dit, écoute, je veux des matériels, je veux ceci, ceci. On lui envoie ça rapidement parce que le réseau de transport est performant. Ça, c'est un élément important du travail régional. Mais il faut quand même qu'on puisse avoir ces réseaux, qu'ils soient des réseaux interconnectés. Et c'est là que nous voyons un peu les efforts que font l'UMOA, la CEDEAO, avec les partenaires techniques et financiers pour pouvoir avoir des réseaux performants. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers la construction des autoroutes. Vous avez vu le niveau de Yamoussoukro. Aujourd'hui, c'est ça l'approche. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est les autoroutes que nous sommes en train de vouloir encourager. Et ça a commencé. J'étais au Maroc en 2019. Et j'ai eu la chance d'être reçu par le ministre marocain des Transports. Il m'a fait une confidence. Il me dit, monsieur Balogun, je dis oui. Il dit, vous savez, allez vers les autoroutes. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Il dit, ben, on n'a pas de ressources. Il dit, écoute, le roi du Maroc, l'ancien roi du Maroc, Mohamed, a dit, je veux des autoroutes. Et en ce moment-là, les partenaires techniques financiers, la Banque mondiale, l'Union européenne ont dit, écoutez, non, par rapport au trafic, on ne peut pas construire des autoroutes pour vous, on va faire des routes express. Il dit, moi, je veux des autoroutes. Terminé. Il a mis en place ce qu'on appelle l'agence de développement des autoroutes, je crois ADM, au Maroc. Et il a dit, vous devez me construire des autoroutes. Ils ont commencé par des autoroutes qui font à peine 40 km seulement. Aujourd'hui, le Maroc a des autoroutes qui relient jusqu'au port de Tanger-Med. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc aujourd'hui, c'est une vision qu'il faut qu'on puisse avoir pour s'interconnecter. Lorsque je prends le cas de transport aérien, aujourd'hui, nous avons des aéroports partout dans nos espaces. Mais on a un problème de connectivité au niveau de notre espace. Pour quitter le Burkina pour venir ici, parfois, les gens passent par Lomé,
par le vol à Sky. Il reste là des heures avant de venir, près toute la journée à venir à faire le transport, alors qu'en 1 heure, 45 minutes, tu es directement en principe à Abidjan. Donc on a ces questions aujourd'hui qu'on est en train de gérer dans le cadre de ce qu'on appelle le MUTA, la libération du ciel africain, pour qu'il y ait des accords de partenariat entre les compagnies aériennes, entre les États, pour que les avions, les privés puissent vraiment créer des compagnies aériennes pour qu'on puisse être interconnectés. Que j'ai le choix de faire quoi? Le choix de prendre le type de mode de transport que je veux. Si je veux aller par la route, je prends la route. Si je ne suis pas pressé. Si je veux aller par le chemin de fer, je prends le chemin de fer, tranquille. Quand j'étais à Bruxelles, je travaillais à Liège, mais j'habitais Bruxelles. Je quittais Bruxelles le matin pour aller au boulot, je reviens le soir. Je vais à Liège, je reviens le soir. Donc je suis à l'aise d'habiter Bruxelles parce que j'avais la communauté qu'il me faut à Bruxelles. Mais j'allais travailler à Liège. Donc en 1 heure, 1h30, avec les TGV, je suis parti, je veux le soir. Tranquille. Ouais, donc c'est ça que nous visons au niveau de l'Afrique pour qu'on soit interconnectés. Nos ports, quand nous payons le port, on a 5 ports. Quand je dis 5 ports, je peux dire 6, si je prends le port de San Pedro. Ces ports-là, il faut qu'on puisse les interconnecter avec les réseaux routiers et ferroviaires et aériens. Lorsque nous avons nos produits, lorsque les personnes veulent voyager, ils s'interconnectent, rapidement ils choisissent le mode de transport qu'ils veulent. Donc, qu'il ait le multimodalisme dans notre espace. Quand je prends la deuxième dimension, qui concerne les infrastructures immatérielles, la réglementation, c'est ça le vrai problème au niveau de notre espace. La réglementation. Vous savez, il y a 8 pays, 56 pays au niveau de l'Afrique. 8 pays au niveau de l'espace 8 mois. 16 pays au niveau de la CEDEAO. Vous voyez, chaque pays a sa réglementation. Chaque pays a sa politique de transport. Alors que nous sommes ensemble, nous sommes dans un même espace. Nous avons une solidarité, nous avons une vision commune, un destin commun. Pourquoi ne pas harmoniser nos politiques sectorielles en matière de transport? Pourquoi ne pas avoir la même réglementation sur les transports? Lorsque je quitte Abidjan pour aller à Lomé ou bien à Accra, que je sois libre avec ma voiture d'avoir les mêmes pièces qu'on me demande. Si j'ai ma carte grise, que j'arrive là-bas, on me reconnaît ça. Mon assurance soit reconnue. Ma vie technique automobile soit reconnue. Là, je passe librement. Mon permis soit reconnu. Voilà des chantiers sur lesquels nous travaillons au niveau de l'intégration régionale. Pour qu'on ait la même réglementation commune, pour qu'on ne se passe pas des trucs disparates. Quand tu viens au niveau de la frontière, on te dit reprends encore les procédures par rapport à ton véhicule. Il faut encore faire la douane de ton véhicule. Si c'est une plaque ivoirienne, il faut encore reprendre une plaque pour mettre ça au niveau du Togo, au niveau du Burkina. Pourquoi? Alors qu'on est ensemble. Lorsque j'ai mon véhicule, je circule, j'ai ma plaque UMOA, plaque CEDEAO, plaque Afrique, et on ne met que le drapeau du pays. Donc lorsque je viens, je constate que c'est une plaque, c'est un véhicule qui vient de tel pays, mais c'est la même immatriculation. C'est-à-dire le même type d'immatriculation, mais avec un drapeau de chaque pays, comme l'Union européenne. Quand tu vas là-bas, tu vois un véhicule qui vient de Bruxelles, de Luxembourg, qui vient de la France. Tu reconnais que c'est un véhicule, mais ça circule librement. Sans payer les frais de douane, sans prendre de laisser passer. C'est lourd. Et c'est ça l'intégration de veut régler. Lorsque vous voyez les contrôles routiers au niveau de nos corridors, la douane ici arrête. Puis ici, la police. Là-bas, les eaux forêts. Puis là-bas, effet sanitaire. Puis, mais finalement, tu es fatigué. Tu es fatigué parce que tu te demandes, mais je suis dans quel espace? Alors que quand tu vas à l'Union européenne, tu circules, moi je passe,
Je quitte la France pour la Belgique. Je ne me savais pas que j'ai quitté la frontière. C'est quand j'arrive, je travaille, on me dit, ah monsieur, tu es en France, mais tu es à Bruxelles. On ne sent même pas. Mais ici, tu t'arrêtes, tu vas payer, c'est comme 500 francs, 1000 francs, et puis on te dit, passe. Tu as les pièces, tu as encore plus compliqué. C'est quand tu as besoin des pièces que tu as plus de problèmes. On dit, ah le gars là, il faut donner quelque chose. On est sous le soleil, on est ceci. Donc, c'est des questions comme ça que nous cherchons à régler. Quand tu vas dans les ports, dans nos ports, c'est là même le vrai problème. Pour sortir ta marchandise, c'est des mois. Tu te tracasses, les formalités sont énormes. Alors qu'on est dans le même espace. C'est un produit qui quitte un espace 8 mois pour un autre espace 8 mois. Pour un espace CDAO pour un autre espace CDAO. Donc on doit voir tout ça là. Donc par rapport à ça, nous avons aujourd'hui au niveau de l'Union africaine, il y a ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale qui est en train d'être mise en œuvre. La ZLECAf. Ça permet vraiment d'échanger librement entre nous. Beaucoup de pays ont commencé par ratifier l'accord. Je crois qu'on va arriver un jour. J'ai espoir. Maintenant, quels sont les avantages quand on regarde tout ça? C'est que je suis en mesure, d'accord, d'aller rendre facilement visite à mon parent, de faire le tourisme dans notre espace, de créer mon entreprise où je veux, dans notre espace, d'aller chercher les capitaux où je veux. Ça permet aux investisseurs de venir chez nous investir parce qu'ils sont à l'aise. Ils ont le marché plus large. Ce n'est pas un marché unique, c'est un marché plus large. Quand on prend le marché ivoirien, le marché nigérien, le marché béninois, le marché burkinabé, le marché malien, nigérien, ensemble. Vous voyez, c'est grand pour lui en tant qu'opérateur économique. Il est à l'aise. Il peut produire ici, aller vendre partout. Là, il est à l'aise pour s'installer où il veut. C'est ça ce que nous cherchons. Donc, il y aura une économie d'échelle. C'est ça l'intégration régionale. Maintenant, lorsque on voit tout ça, la cohésion sociale, lorsque on est ensemble, je sais que, vraiment, je me retrouve, quoi. Parce que je sais que je circule, je peux venir en Côte d'Ivoire comme je veux, je parler comme je veux, je me sens dans une communauté. Donc, je me sens à l'aise. Donc, on partage les mêmes valeurs. Je suis étudiant, je vais étudier ici, je peux aller étudier au Bénin, c'est ça, l'intégration régionale. Donc, c'est des questions comme ça que nous réglons au niveau de l'espace 8 mois. Maintenant, quand on regarde un peu en termes de promotion du transport aujourd'hui, qu'est-ce que le transport peut apporter à l'intégration régionale? C'est ça la question qu'on m'a posée. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure que nous avons beaucoup de choses à régler. Des tests ont été pris au niveau communautaire. Plusieurs tests ont été pris. Que ce soit sur le plan du commerce, des douanes, des transports. Dites-moi, combien de pays appliquent ces tests? Très peu de pays. On a fait tout récemment la revue des réformes et politiques, des programmes dans les pays. Beaucoup de pays n'appliquent pas les tests. Vous voyez vous-même sur les corridors comment est-ce qu'on a beaucoup de postes de contrôle routier. Comment est-ce qu'on met du temps au niveau des frontières pour passer? Avec les tests qui réglementent ça. Par exemple, lorsque dans un espace 8 mois, tu circules, c'est 3 postes de contrôle. Donc quand tu quittes Abidjan pour Ouaga, Abidjan pour Lomé ou bien pour Accra, c'est 3 postes de contrôle. Au départ, à la frontière et à destination. Mais aujourd'hui, c'est près d'une trentaine de postes. Devant tout le monde, on est tous là, on voit, on est conscient. Lorsque vous interpellez, les gens vont dire non, c'est une question de sécurité. Ça c'est vrai. Mais la sécurité, le bandit, le voyou, ce qui veut faire ces actes illicites, il connaît les positions. Il connaît les positions des forces de l'ordre. Il sait que tu es ici. Donc il va te contourner. Donc le problème n'est pas là.
pour la sécurité, ce n'est pas là le problème, c'est les renseignements. D'abord, et ensuite, des patrouilles. Ce n'est pas le fait de s'asseoir sous l'arbre. Tu les vois parfois sous l'arbre, je m'excuse, hein, s'il y a des forces de l'ordre, ils sont là sous l'arbre, avec une bonne bière, et on dit qu'on fait le contrôle. Il ne voit même pas le véhicule, il ne rentre même pas dans le véhicule pour contrôler le véhicule. Il passe, tu fais la main, tu donnes quelque chose, et vous dites, c'est ça l'intégration. Il faut qu'on applique nos tests pour que nous soyons à l'aise de circuler dans notre espace. La deuxième chose pour laquelle le transport doit contribuer, c'est qu'on puisse faire la conteneurisation. La conteneurisation, les conteneurs. Il faut faire la promotion des conteneurs. Pourquoi? Vous voyez, les camions qu'on voit circuler dans la ville, qui parcourent nos corridors, surchargés. C'est-à-dire que tu as même peur, tu le vois même le chauffeur même est comme ça. Il a du mal même à rouler, il a le volant qui est tordu comme ça. Parce qu'il a dépoté des conteneurs qu'il a chargés sur son truc. Donc si on a la conteneurisation, on a les conteneurs, on sera à l'aise de régler les questions de sécurité et de la surcharge des véhicules. Parce que le conteneur est là, c'est un conteneur bien contrôlé, sécurisé, scellé. Il parcourt le corridor. On est sûr que ça qui était à Abidjan, avec les papiers de connaissement clairs, les papiers de la lettre de voiture, tout est clair. On regarde. On n'a pas besoin d'arrêter encore. On sait que c'est bien, c'est contrôlé. Jusqu'à la destination. Peut-être quand il va quitter la frontière, on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Peut-être que c'est les clandestins. Bon, on regarde un peu. Bon, on passe. Donc, les conteneurs, on doit faire leur promotion. L'autre élément important pour les transports, c'est l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers. Vous voyez, lorsque je fais mes formalités de douane, il faut déjà que de l'autre côté où je vais, que ce soit déjà, on sait déjà que je viens avec telle marchandise, avec telle cargaison. Donc, on anticipe déjà même les opérations. Déjà anticipé. Ce n'est pas maintenant quand je viens, comment on va faire les formalités. Déjà, je parle d'avoir l'électronique, pap, c'est parti. Donc, celui qui a fait, on connaît l'opérateur, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment le coût de la marchandise, quelles sont les tâches, si c'est en transit, si c'est en consommation, tout ça. Donc, du coup, quand on est interconnecté, on a les informations en temps réel et il sera, ça signifie que je fais juste des contrôles de routine pour laisser passer le camion. Donc, c'est une question, un chantier très important et c'est là que le transport contribue à l'intégration régionale. L'autre aspect, qui est un peu en harmonie avec le premier point, c'est la question de la dématérialisation des opérations de transport. La dématérialisation des transports. Parce qu'aujourd'hui, les documents, les papiers partout, on les avait les papiers ici, papiers par là. On dit non. Hein? Avec l'informatique, vraiment, tape, c'est parti. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'avoir tout le papier ici, aller ici, chercher un corset, un intermédiaire qui va te prendre les papiers de bureau en bureau. Non, c'est dépassé ça. C'est dépassé. L'autre élément, c'est la professionnalisation des métiers de transporteur routier. Aujourd'hui, quelqu'un se lève parce que son grand-papa a un camion, il est transporteur. Il veut faire le transport inter-État. Le camion, après avoir fait 100 km, 200 km, il tombe en panne. Et là, en panne, il fait 1 mois, 2 mois. L'opérateur privé qui attend sa marchandise, il attend. Il a un problème de rupture de la production. Alors que lui, il veut aller très vite. Il évite les stocks. Parce qu'il veut aller dans le juste à temps. Mais c'est un problème. Il faut que nos opérateurs privés soient formés, qu'ils aient au moins la capacité financière qu'il faut, qu'ils soient honnêteté professionnelle, qu'ils aient assez de camions, la probité, tout ça. Parce que vraiment, on ne comprend pas. Je lève et puis on dit qu'on est syndicat de transport. On menace alors qu'on n'est pas encore transporteur. Il faut qu'on aille vraiment vers l'industrie du transport routier, avec vraiment des tests qui existent, harmonisés au niveau régional, c'est-à-dire des tests harmonisés, donc au niveau régional.
L'autre aspect, c'est la promotion des corridors régionaux. Qu'ils soient des corridors, pas des corridors ordinaires, qu'ils soient des corridors intelligents, des corridors économiques. Pourquoi je dis ça? Vous voyez, je prends tous les exemples du corridor Abidjan-Ouaga, quitter Abidjan-Ouagadougou, près de 900 km, 1000 km par là, il y a des villages qu'on traverse, qui ont des économies locales, mais qu'on ne valorise pas. On passe. C'est juste les femmes qui viennent au bord de la voie, qui nous vendent du cacao, qui vendent de attiqué, qui vendent ceci, c'est tout. Il y a deux choses dans la région qu'on pourrait promouvoir. Donc si on a des corridors intelligents, d'abord au niveau des panneaux de signalisation variables, c'est-à-dire c'est les panneaux, quand vous voyez en Europe, vous voyez, des panneaux comme ça qui vous disent, vous êtes arrivé à, je ne sais pas où, j'espère à la Leraba, par exemple, voilà, ici, ville touristique, où on vend ceci, ça tique. Ça vous dit, ah, écoutez, je suis à la Leraba, voilà les valeurs culturelles de la Leraba, voilà ce que je peux avoir comme tourisme, ce qu'on peut avoir comme économie, ça tique. Et à ce niveau, l'infrastructure routière qui est construite donne, il y a les commodités appropriées pour pouvoir faire ton business. Vous voyez, là-bas, il y a des aides de repos, stationnement, il y a des boutiques, il y a même des toilettes, des restaurants, déjà. Donc, tu as envie même de t'arrêter pour faire du shopping, pour faire du business, pour découvrir. Mais quand si tu ne vois rien de bon, tu ne sais pas où garer, tu ne sais pas où garer le véhicule, tu as envie d'acheter, tu ne sais pas où garer le véhicule, tu es coincé, ton véhicule est penché comme ça, bon, tu as peur même de te faire plein de trucs. Donc il faut que nos corridors soient vraiment des corridors intelligents qui valorisent tout ce qui est potentiel économique de la région. J'étais au Japon en 2020, je crois, dans le cadre d'un projet qu'on appelle Aménager des corridors pour la croissance en Afrique de l'Ouest, financé par le gouvernement japonais, dans le cadre de la TICAD. Et on a visité un peu, pendant une dizaine de jours, les corridors japonais. J'ai été sidéré. Vous savez, ils ont même tout fait pour valoriser les fleurs. Les fleurs. Ils ont créé un dispositif où les fleurs quittent le Kenya. Et il y a une zone là, les gens viennent là, et on achète les fleurs. Et tous les bouts de transport sont reliés. Tu es à l'aise pour faire ton business. Et j'ai demandé, c'est une vision. C'est la vision des responsables. Ce n'est pas un truc, les gens disent, bon, écoutez, nous voilà notre politique de transport. Nous voulons que notre transport vraiment accompagne la croissance économique, le développement local. C'est ça notre politique de transport. Donc il faut qu'on puisse vraiment au niveau régional avoir une politique de transport qui dit nous voulons accompagner la croissance économique de nos pays, pas seulement faire circuler les marchandises d'un point A à un point B, mais que tout ce qui est économique de la région, de nos pays, soit interconnecté et développé. L'autre élément important, c'est le fret. La libération du fret. Oui, je suis passionné quand je vois le transport. Le fret, il faut le libéraliser. Vous savez, il y a un monopole du fret. Lorsque tu es opérateur économique, tu es transporteur, tu n'as pas le transport, tu n'as pas de fret. Comment tu veux faire le transport? Tu ne peux pas investir. Parce que quelqu'un dit que bon, c'est lui d'abord, avant lui, d'autres personnes. Donc, il faut que le fret soit libéralisé pour que l'opérateur qui est compétitif, que la concurrence puisse se faire. Lorsque j'ai un camion en forme, bien, avec un chauffeur compétent et avec des obligations de respect de délai et de coût, que je sois en mesure d'aller vers lui. Pas comme m'impose un opérateur économique. Ça, il faut qu'on puisse le dire. C'est ça la question du passé. Maintenant, enfin, bon, la question du chemin de fer, il faut qu'on puisse avoir le chemin de fer. C'est la priorité pour la région. S'il n'a pas de chemin de fer, ce n'est pas la peine.
Parce que les routes, bon, on va les construire, on va les dégrader, et puis donc le chemin de fer doit accompagner les routes. Donc il faut qu'on puisse avoir le chemin de fer. En Suisse, par exemple, lorsque vous venez avec votre camion, le ferroutage, on vous met dans le train. Dans le train, lorsque vous allez en Suisse, lorsque vous avez le camion, on vous met un camion de marchandises, on met dans le chemin de fer. Donc pour sauvegarder un peu, protéger le patrimoine routier. Et enfin, il faut qu'on puisse vraiment faire la promotion de la sécurité routière. Toute mes connaissances au peuple ivoirien pour les accidents de ces derniers mois-là, au moins déjà ça devient trop. Je crois qu'il faut la vigilance, le contrôle pour que nos corridors soient des corridors sûrs, des routes sûres. Voilà sur, monsieur le modérateur, sur voilà un peu la fin de mon intervention. Et j'aimerais vous remercier vraiment pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'applaudir très fort notre conférencier. Hier, nous étions sur un panel où nous parlions justement de sécurité routière. Les panélistes ont relevé le triptyque homme, infrastructure et le cadre légal, etc. Donc, on revient encore sur cette notion parce que l'intégration africaine, on parle aussi... je rappelle que la thématique centrale de cette 8e édition, c'est vraiment l'individu, l'humain, au cœur des politiques de sécurité routière. Et le thème que nous développons ramène encore l'individu au cœur donc de la question. Pour nos étudiants, pour ceux qui sont là, je voudrais rappeler que l'intégration, c'est vraiment cette capacité pour un Ivoirien de se retrouver très facilement au Ghana, au Libéria, au Burkina, au Sénégal et être comme chez lui, se déplacer rapidement, comme le conférencier l'a dit, sans tracasserie routière, pouvoir faire du commerce, des affaires, et donc des étudiants qui ambitionnent demain de se lancer dans les affaires puissent aller au-delà de leur pays, donc dans d'autres pays pour faire des affaires et se sentir comme chez eux. Je sais que vous avez des questions tout à l'heure, nous allons les prendre. Avant qu'on en arrive là, je sais que les questions vont venir. Mais tout de suite, je veux demander, quel est selon vous, vous qui êtes à l'UOMOA, le modèle pays qui actuellement fait figure de modèle d'intégration? Parce que je n'ai pas envie d'être chauvin, d'être un peu ivoirien et de dire que c'est la Côte d'Ivoire, parce que parfois, c'est ce qu'on dit. Est-ce que, pas la Côte d'Ivoire peut-être, ou est-ce que j'ai tort de penser cela? Est-ce que vous avez des modèles d'intégration achevés en Afrique? Bon, dit qu'on a un modèle achevé, non. Aujourd'hui, c'est mitigé. L'intégration régionale au niveau de l'Afrique est mitigée. Quand vous parlez un peu d'avancée, il y a, au niveau de l'intégration régionale, il y a l'indice que nous mesurons. D'accord. Il y a les questions politiques, les questions migratoires, les questions d'ordre social et l'éthique. Oui. Mais quand on regarde, il y a parfois des États qui sont avancés par rapport dans tel domaine, par exemple en matière d'application des tests. D'autres sont en avance sur d'autres thématiques. Donc du coup, on se tire. Mais en mutualisant un peu les efforts, on se retrouve un peu quand même autour de 30% d'intégration régionale. D'accord. Il y a aussi la question de la souveraineté des États. La souveraineté des États, vous l'avez dit, chaque pays a ses textes, ses lois, etc. Chaque pays veut réclamer, exiger sa souveraineté, sa sécurité. En même temps qu'on veut s'intégrer, on se renferme sur soi et qui rend difficile justement la mobilité des individus, parce que c'est cela, dans le cadre de la ZLECAF, la zone de libre-échange que vous avez énoncée, je pense que ça fait partie des éléments. Alors, quel est le défi en la matière? Au niveau de l'UOMOA, qu'est-ce que vous faites pour faire avancer les choses dans ce sens-là? Oui, au niveau de l'UOMOA, c'est, disons,
la mutualisation des ressources et disons, la solidarité entre les peuples. Vous voyez, quand vous voyez l'UMOA, on est ensemble, quoi. On se tient. Oui. Donc, au niveau de l'UMOA, il faut dire que beaucoup de pays, comparés à d'autres pays de l'Afrique centrale, font des efforts en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, il est facile, avec une carte d'identité, de circuler, d'aller d'un point A à un point B au niveau de l'espace UMOA. Avec une carte d'identité, c'est ça? Oui. Alors, on a donc une carte d'identité communautaire? Non, peu importe. Ça peut être une D'accord. carte d'identité UMOA, pas UMOA, burkinabé, ivoirien. L'Ivoirien avec sa carte Avec ça, d'identité. tu peux aller au Bénin, puis aller au Togo, tu peux aller au Burkina Faso, au Niger, avec la carte d'identité. Ça, c'est au niveau terrestre. Je suppose que... Même aérien. D'accord. Avec la carte d'identité, tu peux prendre l'avion, mais dans les pays de l'UMOA. Mais quand tu vas dans un pays de la CEDEAO, là, il faut un passeport. Quand c'est les Accra, Lagos, Libéria, mais Oui. UMOA, carte d'identité, ça suffit. Que ce soit la voie terrestre, aérienne, maritime, ça suffit. Bon, attends, on va être pratique. Je quitte... donnez-moi un pays tout de suite de l'UEMOA. Donnez un exemple. Burkina? Burkina. Alors, si je veux aller au Burkina par voie aérienne, Oui. j'ai seulement besoin de la pièce d'identité, pas de passeport? Carte d'identité. Pas de passeport? Pas de passeport, si tu veux. Pas de passeport, Tu pas choisis. de visa? Oui, moi j'ai une carte d'identité béninoise. Mais je circule par avion avec ça. D'accord. Bon, vous l'avez entendu comme moi. Hein? Oui, oui. Parce que c'est J'ai pas, dit 8 pays de c'est l'UMOA. pas ce qu'on pense. Hein? Quand vous quittez le Bénin pour venir au Burkina, ou bien le Bénin pour venir à Abidjan, je dis bien pays UMOA. C'est carte d'identité, ça suffit. D'accord. Je sais que par voie terrestre, c'est évident. Je dis c'est Mais par voie aérienne, c'est vraiment une information à par prendre. voie aérienne, quand vous avez votre carte d'identité, pour quitter un pays de l'UMOA, pour le pays de l'UMOA, ça suffit. D'accord. D'accord. Si vous avez des questions, hein, on va faire passer un micro. Hein, si vous avez, voilà, le monsieur est le premier à lever la main, on va lui donner un micro. C'est quand même intéressant d'entendre cela. Je rappelle hein, que le but à travers cette conférence est de montrer comment, à travers les transports, on peut renforcer l'intégration en Afrique. Et lorsqu'on parle des transports, on parle aussi bien du transport terrestre, du transport aérien et du maritime également. Donc, nous avons avec nous un expert de toutes ces questions. Et voilà. Vous avez le micro? Le micro, d'accord, ça va venir. Et c'est important. Donc, il y a un agenda hein, au niveau de l'Afrique. Et comme vous le dites, ce qu'on doit comprendre également, c'est que l'UEMOA gère l'aspect, naturellement, à travers sa définition et ses missions, l'aspect économique de l'intégration. Et je suppose que la CEDEAO gère un aspect beaucoup plus politique. D'accord, on peut se comprendre. Parce qu'il y a des pays hein, qui se retirent de la CEDEAO. Est-ce que ces pays-là demeurent dans la zone économique ou se retirent? Oui, tous les pays, aucun pays pour l'instant n'a pas quitté l'UMOA. Et donc, j'ai fait des déclarations. Donc, tous les pays membres de l'UMOA sont encore membres de l'UMOA. D'accord. Donc, économiquement, on est ensemble. On est ensemble. Politiquement, il y a encore des efforts à faire. Voilà. D'accord. Comme ce n'est pas le sujet politique, on va rester sur l'économie et l'intégration africaine à travers donc, les transports. Monsieur, vous aviez une question, vous présentez et puis votre question. Bonjour, honorable Monsieur Youssouf Ouattara. Bonjour, honorable Samson Balogun. Je me nomme Kadier Brice Daniel, étudiant en logistique, première année BTS. Ma question est la suivante. Quelles sont les dispositions que l'UEMOA a-t-elle prises au sein des transports pour favoriser une bonne intégration régionale? C'est ça ma question. D'accord. Quelles dispositions sont prises au niveau donc, de l'espace économique pour faciliter, j'ai même envie de dire pour accélérer l'intégration? Voilà. Bon, j'ai même envie de ramener la question parce que le conférencier a largement, je voulais demander, vous retourner la question. Mais bon, il va répondre. Sinon, j'étais prêt à vous retourner la question. Après tout ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on retient selon vous? Allez-y, monsieur Balogun. Merci beaucoup. Effectivement, il veut peut-être avoir un éclairage particulier sur l'UMOA.
Il faut dire qu'au niveau de l'UMOA, il y a plusieurs programmes qui sont actuellement en cours pour pouvoir booster l'intégration régionale. Quand je prends le transport routier, nous avons des tests communautaires qui harmonisent, disons, les pratiques des opérations de transport entre tous les pays de l'UMOA. Donc on a les mêmes pratiques. Lorsque vous roulez avec votre transport de marchandises, vous êtes à l'aise de circuler d'un point A à un point B. Les pièces sont reconnues mutuellement, donc il n'y a pas de souci en ce qui concerne les transports. Quand vous prenez le cas du transport au niveau des frontières, aujourd'hui, on a constaté qu'au niveau des frontières, on met assez de temps pour passer d'un point A à un point B au niveau des frontières. Donc on est en train de construire ce qu'on appelle le poste de contrôle juxtaposé. C'est-à-dire que toutes les forces de contrôle sont à un même point. Un même point, ils font les contrôles une fois et puis on traverse. C'est le cas actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes au niveau de la l'Eraba. La l'Eraba, c'est entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc c'est un poste construit où désormais toutes les forces de l'ordre seront là. On retrouve les douaniers des deux pays Voilà, pour faciliter les procédures voilà, de douane. One stop, un seul arrêt, toutes les procédures et puis on s'en va. Deuxième chose, lorsque vous prenez comment on appelle ça, le transport aérien. Transport aérien, nous avons un vaste programme de certification des aéroports de l'espace UMOA. Pour que on ait des aéroports sûrs, pour que les avions ne viennent pas cracher au niveau de notre espace. Donc on a eu des contrôles qu'on fait à l'avance avant l'OACI pour voir si nos aéroports sont aux normes pour pouvoir recevoir des avions d'une certaine taille. Au niveau des ports, on a un programme aussi au niveau du transport maritime. Je vois ma collègue de la DEGAMP. Dans le niveau du transport maritime, nous sommes là aussi, on regarde un peu les questions de recherche et de sauvetage en mer, les questions de formation des agents de transport maritime. On a aussi les questions au niveau des ports. On regarde un peu les formalités pour que ça soit vraiment des formalités fluides, pour que nos opérateurs privés, économiques, soient à l'aise pour sortir les marchandises rapidement au niveau des ports. Donc on a assez de programmes. On a la construction des routes. Beaucoup de routes en construction, c'est dans le cadre des programmes routiers. On les construit aussi. C'est les efforts. Donc on a des actions dans les infrastructures ainsi que dans les services de transport. D'accord, je pense que c'est bon. Alors, d'autres questions, hein? J'avais une main derrière, on va lui envoyer le micro. Oui, allez-y pour votre question. Vous vous présentez. Merci bien, c'est M. Dramé Adama. Je suis le chargé de mission de M. le secrétaire général de l'OFT, l'Observatoire de la fluidité des transports, qui est en même temps le président du Comité national de facilitation. Là, je vois bien que M. le directeur des transports, au niveau de l'UMOA, c'est un peu de quoi je parle. Merci pour votre présence et félicitations pour votre exposé. Moi, ce que je voudrais savoir, dans le cadre du programme régional de facilitation, la Côte d'Ivoire, par exemple, a mis en place l'Observatoire de la fluidité des transports. Est-ce qu'il en est de même pour les autres pays de notre organisation régionale? Je veux parler là de l'UMOA. Est-ce qu'il en est de même? Parce que hier, je crois que dans notre stand, nous avons reçu un directeur au niveau des transports qui est venu donc du Sénégal. Et lorsqu'on lui a exposé un peu ce que c'est que l'OFT, il était surpris. Il a même dit qu'il allait essayer de copier ce modèle dès qu'il allait rentrer au niveau du Sénégal. Ce qui est un point important pour nous, un bon point pour nous. Est-ce que c'est cette volonté, donc je veux dire, ce programme, est-ce qu'il est institué ailleurs autre que la Côte d'Ivoire? Ma deuxième question, c'est au niveau des PCJ. Vous êtes revenu un peu dessus avec les PCJ. Voilà, les postes de contrôle juxtaposés. Tout à l'heure, vous en avez parlé avec le poste de l'Abéraba. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en plus de l'Abéraba, vous savez, il y a Prolo également qui est là. Il y a Noé qui va être certainement mise en œuvre. Maintenant, est-ce que c'est de même dans le grand espace de la CEDEAO ou même de l'UEMOA? C'est-à-dire que, est-ce qu'ailleurs, autre que la Côte d'Ivoire, par exemple, Côte d'Ivoire, Libéria, Côte d'Ivoire, Burkina,
actuellement qui sont en cours de finition. Est-ce qu'il y a des postes de contrôle juxtaposés ailleurs? Voilà. Et ma dernière question, qu'est-ce qui retarde l'ouverture du poste de contrôle juxtaposé au niveau de l'Aberaba? Nous avons reçu une délégation de vous il y a 2 semaines de cela pour lancer l'ouverture prochaine. Merci bien. Et un grand merci à monsieur le modérateur également. Merci beaucoup, je Allez. vous en prie. Merci. Ok. Alors, 2 préoccupations sur l'Observatoire de la fluidité des transports. Est-ce que c'est pareil dans la quasi-totalité ou la majorité des pays de l'espace monétaire? Également, une question sur les postes de contrôle juxtaposés. Il a cité des exemples. Pour la Côte d'Ivoire, est-ce que ce modèle-là également, par rapport au Sénégal qui semble être intéressé par le premier dispositif d'abord, mais est-ce que cela fait partie de vos constats en matière d'intégration en Afrique? Oui, merci beaucoup. Hein. Je crois que mon collègue de l'EFT sait de quoi il parle, parce qu'il est dans la pratique tous les jours en train de lutter contre les rackets. Il faut dire qu'au niveau de l'UMOA, c'est l'UMOA qui a institutionnalisé les comités nationaux de façon des transports. Donc tous les pays ont un comité. Maintenant, les actions opérationnelles sont déléguées à la direction des transports terrestres de chaque pays. Mais la Côte d'Ivoire a voulu particulariser son approche en créant l'EFT. Sinon, il a dans les directions en charge des transports terrestres des actions que font l'EFT dans cette direction. Maintenant, pour le cas du Sénégal, hier, j'ai échangé avec un collègue du Sénégal. Peut-être que celui qui est venu à la conférence n'a pas toutes les informations. Il y a un décret actuellement qui est sur la table du Premier ministre qui confie des compétences au Conseil sénégalais des chargeurs, la COSEC, le COSEC plutôt. Donc le COSEC aujourd'hui aura la même mission que l'EFT. Et il a même une conférence qui aura lieu d'ici à là, après l'installation de l'Assemblée nationale, sur la gestion des corridors. Et je suis même invité pour faire une communication sur la question. Donc il a une compétence comme ça qui se met en œuvre au niveau du Sénégal. Merci. Au-delà de ce, on tend vers la fin. Hein? Donc, si vous avez d'autres préoccupations, il faut les préparer. Au-delà de mais là, le PCJ. Oui. Le PCJ. Oui. Et PCJ, il y en a plusieurs. Nous avons les PCJ à la frontière. Les postes de contrôle juxtaposés, je rappelle. Postes de contrôle juxtaposés. On a ça au niveau le Bénin et le Niger, à Malanville. Nous avons entre le Burkina et le Togo à Saint-Cancé. Nous avons entre le Bénin et le Togo à Ilakonji. Et nous avons entre le Niger et le Burkina, qu'on appelle Pété-Collé, qui est achevé, mais pour les questions de sécurité, on n'a pas ouvert. Et nous avons aussi en construction des postes de contrôle juxtaposés entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, qu'on appelle la localité Boudou-Foudou. Et nous avons à Moussala, entre le Mali et le Sénégal, par le sud, qu'on appelle Moussala. Donc on a un programme de près de 13 postes de contrôle, sinon 16 postes de contrôle juxtaposés en construction. D'accord, intéressant. Maintenant, pourquoi on n'a pas ouvert la Leraba? Vous savez, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, n'a pas encore une expérience particulière en matière de gestion des postes de contrôle juxtaposés. Donc il faut des actions de sensibilisation continues pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment comprendre comment ça marche. Vous savez, c'est un changement de comportement. Mettre ensemble les forces de l'ordre sur un même site, vous savez, ce n'est pas facile. Oui, et souvent aussi qu'ils ne parlent pas les mêmes langues, hein, ou alors... Bon, ils parlent la même langue, heureusement, chez nous, le français. D'accord. Ils parlent au moins le français, ils ont la même culture au moins, mais ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. D'accord. Donc, il faut qu'on les forme, qu'on les sensibilise avant de les mettre ensemble pour comprendre un peu la... Sinon, on a déjà la liste de tous les agents qui sont appelés à travailler sur le site. D'accord, intéressant. Franchement, je vous l'ai dit, la thématique centrale, c'est vraiment l'humain, l'homme.
Et à travers tout ce que vous avez dit, on comprend que finalement, c'est sur l'homme, c'est sur l'humain qu'il faut travailler. On a avec nous des étudiants, des apprenants, des gens qui veulent découvrir le monde, apprendre et s'intégrer, s'insérer dans le tissu économique. D'ailleurs, il y a un panel cet après-midi sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans le domaine des transports. Je vous y invite, ce sera cet après-midi-là. Je voudrais qu'on termine sur ça finalement. Parce qu'au-delà de tout ce que vous avez cité, l'état des infrastructures, c'est l'humain. L'état des véhicules, des engins, etc., c'est encore l'humain. Vous avez parlé de comportements déviants, d'incivisme, etc., et de corruption, etc., c'est encore l'humain. Finalement, qu'est-ce que peut faire, vous qui êtes un expert, qu'est-ce qu'on fait pour adresser spécifiquement la question de l'humain, pour accélérer l'intégration en Afrique? Parce que quand même, on est sur un continent où il y a une grande majorité d'analphabètes, d'illettrés, de personnes pas formées, informées. L'information encore, c'est un problème. On a parlé du numérique, l'accès, la fracture numérique, l'accès au numérique qui est encore très faible en Afrique. Comment on relève ce défi de l'intégration à travers l'homme? Non, je pense que le premier élément important, c'est la communication. D'accord, communication. Il faut qu'on puisse communiquer vraiment suffisamment sur les actions que font les comités économiques régionaux. Deuxième élément, il faut qu'on puisse sensibiliser. Il faut sensibiliser au maximum. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas seulement dans une salle, hein. Il faut vraiment aller sur le terrain pour qu'on puisse sensibiliser la grande masse. Donc, on aura affaire avec tous les instruments qu'il faut de sensibilisation, que ce soit la radio, la presse, que ce soit même les radios locales. Il faut vraiment sensibiliser. Le numérique aujourd'hui? Voilà, tout ça, il faut sensibiliser. Tout le monde aujourd'hui connaît WhatsApp. Hein. Quand vous voyez nos parents, même au village, savent utiliser WhatsApp pour communiquer. Donc, tous ces instruments-là, il faut qu'on puisse les utiliser pour sensibiliser, expliquer un peu comment ça marche. Troisième chose, il faut former. Je disais tout à l'heure à mon collègue, Suleiman, qu'il faut former. Moi, j'ai vraiment envie de voir des ingénieurs, des experts en transport pour communiquer avec eux, pour comprendre. Parce que la relève, c'est vous. La relève, c'est la jeunesse. Et le métier du transport est un métier vraiment, vraiment intéressant. On ne comprend pas. Le seul on ne dira pas que c'est un métier d'avenir. Parce qu'il y a mais il y a de nouveaux métiers dans le secteur. C'est un métier d'avenir. C'est ça que je voulais dire le mot. Merci pour le mot. D'accord. C'est un métier d'avenir. Quand vous prenez seulement la logistique, n'en parlons pas. Le transport maritime, n'en parlons pas. Le transport aérien, le routier. Le transport aérien qui se développe progressivement en Afrique. Vraiment, surtout l'aérien, ça va marcher. Le maritime, un seul navire, vous savez combien de personnes, combien d'employés? Plus de 500 employés. Un seul navire peut employer 500 personnes. Le port, vous voyez ce que ça comprend comme logistique? Même un pays pour... Non, c'est un métier d'avenir. C'est parce qu'on ne connaît pas. Les jeunes, quand ils finissent la formation, bon, tout le monde veut aller dans le bureau, s'asseoir. Ben non, il faut aller dans le privé, sur le terrain. Il faut créer, il faut innover. Les start-up là, il faut créer les start-up. Hein, le transport intelligent aujourd'hui, avec l'électrique, etc. Le domaine des VTC, tout ça en pleine expansion en Afrique. Il en plein. Même déjà avoir un système avec son portable, son ordinateur, vous pouvez créer, vous allez mettre ensemble les opérateurs économiques. Il y a aussi l'écologie. Mettre ensemble les opérateurs économiques pour qu'ils puissent avoir le fret, pour le fret maritime, le fret routier, les mettre ensemble juste pour avoir le fret. Ça, c'est vraiment des trucs qu'il faut. Là, les gens qui ont besoin de camions à louer, de véhicules à louer, ils ne connaissent même pas où s'adresser. Vous voyez comment les Uber, les GoTeam, là, ont relayé le transport Uber. Donc, il a tellement de choses à faire. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, les livreurs, avec les motos, c'est le transport. Il a tellement de choses à faire au niveau du transport. Ça, sans vous mentir, c'est un métier d'avenir. Est-ce que nous sommes véritablement intégrés en Afrique? Est-ce que les transports
facilite cette intégration? J'ai vraiment envie qu'on conclue sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, bon, voilà, en Afrique, en matière d'intégration, les transports contribuent fortement, ou alors il y a encore du chemin à faire? Et dans l'évaluation des secteurs qui ont beaucoup fait pour l'intégration régionale, le transport est first. D'accord. Le transport est le premier des secteurs qui contribue à l'intégration régionale. À voir comment est-ce que beaucoup de nos États investissent dans le transport. À ne voir que les réseaux routiers, à voir les aéroports, à voir les ports. Ce qui reste, c'est la connectivité réelle. On a une insuffisance de connectivité. Au niveau des États? Au niveau des États. À travers les textes, l'adoption de textes? Non seulement les tests, on a besoin des véhicules. Quand je dis les véhicules, les avions, des navires, des trains, pour qu'on soit à l'aise. Parce que l'État ne peut pas acheter des avions. Oui, justement, sur ce point, vous qui êtes dans l'espace communautaire, est-ce que le privé joue véritablement un rôle? Parce qu'on a l'impression qu'en matière de transport, les États adoptent des textes, font des efforts, même en termes d'investissement. Est-ce que les privés ou le privé joue un rôle important dans la matière? Le privé a envie de jouer un rôle. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le privé a peur, s'il peut s'exprimer. Parce que dites-nous d'où vient cette peur. J'ai fait une sensibilisation sur le transport aérien auprès de partenaires privés de la région. Et il y a un vieux qui m'interpelle et dit, mais attends, ceux qui volent en l'air là, moi, vraiment, je ne vais pas mettre mon argent là-bas. Quand ça tombe là, il n'a pas à réparer l'avion. Hein. Oui, il n'y a pas de... Si c'est un camion, s'il en parle, je peux réparer ça rapidement. Bon, vraiment, parce qu'on ne connaît pas. Et on a un problème en Afrique, c'est se mettre ensemble. Parce qu'une seule personne ne peut pas. Parce qu'il ne connaît pas le transport aérien. Il ne connaît pas. Il ne veut pas faire appel à des experts qui sont mes jeunes étudiants, qui sont formés, qui peuvent leur expliquer, qui peuvent gérer avec eux le transport aérien. On revient donc à la première condition que vous avez donnée, la formation, l'information. L'information, aller à l'information. Voilà. Voilà. Pour attirer les investisseurs sur le transport aérien, maritime et routier. D'accord. Madame le commissaire général du FISAT, qui nous a rejoint avec des invités, le directeur de cabinet et puis le directeur de la mobilité, le directeur de cabinet. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va les applaudir. Merci d'être là. Le sujet, il est très intéressant. On pourrait même continuer, hein, parce que qui parle d'intégration à travers le transport, je l'ai dit, il y a un aspect économique important que nous avons développé. Il y a aussi un aspect politique qui concerne à un autre niveau la CEDEAO. Il y a des efforts à faire, il y a de la volonté politique dans nos États d'accélérer l'intégration. Il y a des textes à harmoniser. Je résume un peu votre intervention. Il y a des efforts à faire dans l'information, l'accès à l'information et également dans la formation, surtout des jeunes, et la sensibilisation. En termes de sensibilisation, vous avez parlé de proximité avec les populations, utiliser les canaux traditionnels de communication, télé, radio, etc. Mais aussi aujourd'hui le digital, le numérique, et aller au contact des populations. C'est en cela que je voudrais que nos jeunes étudiants présents depuis hier sur l'ensemble de nos panels et conférences applaudissent très fort. Merci infiniment de saisir ces opportunités. Puis je vous invite tout à l'heure, cet après-midi, je le répète encore, sur un panel dans lequel nous allons parler de possibilités d'insertion professionnelle, socio-professionnelle dans le domaine des transports. Parce qu'on a une idée étriquée du transport, il a dit, parce qu'on a un grand-père qui a un vieux véhicule quelque part, bon, on s'improvise transporteur, on parcourt les frontières, qui sont quand même poreuses aussi, nos frontières. Vous en avez parlé, mais bon, ça c'est un autre aspect qui est un peu politique. Voilà, donc voilà un peu, mesdames et messieurs, s'il n'y a pas d'autres préoccupations. Madame le commissaire, on a vraiment fait le tour. J'aurais aimé pouvoir continuer encore, mais bon, on va mettre pied à terre ici et vous dire, mais, monsieur Balogun, si vous avez un dernier mot par contre. Mon mot c'est...
Un message de remerciement et de félicitations du commissaire en charge des transports de l'UMOA, qui a envie d'être lui-même ici pour participer au forum, mais il n'a pas pu avoir le temps. On l'invite déjà pour la 9e édition. Donc il m'a désigné, il m'a délégué de venir vraiment au nom de la commission de l'UMOA faire une communication. Vraiment, petit merci à la Côte d'Ivoire pour les efforts qu'elle fait en matière d'intégration régionale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Seulement arrivé hier par avion, hein, voilà, pour dire comment le transport peut accélérer les choses et faciliter notre intégration. Mesdames et messieurs, monsieur le chef de cabinet, monsieur le directeur de cabinet, autant pour moi. Bon, je ne vais pas me faire sanctionner au cabinet après. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le directeur de la mobilité, ça du Sénégal, merci beaucoup. Tout à l'heure, quelqu'un a donné l'exemple, mais il a répondu. Hein. Quelqu'un a posé la question sur les corridors intégrés avec le modèle ivoirien, mais il a répondu à un modèle sénégalais avec un décret qui va être signé incessamment. Voilà. Et le Sénégal également, tout comme la Côte d'Ivoire et tous les pays de la zone, sont des pays très intégrés et très avancés en matière d'intégration à travers les transports. Merci infiniment à tous. On se retrouve tout à l'heure sur d'autres panels et conférences. Merci.